préface donc une étude dramaturgique, ou plutôt une introduction à la dramaturgie plutôt. Donc on a longtemps cru que le théâtre français de l'âge classique, les 2 siècles qui vont des prédécesseurs de Corneille aux successeurs de Voltaire, était l'affaire de quelques génies en lutte avec des pédants inventeurs de contraintes qui les auraient brimés. En 1950, Jacques Scherer démontra soudain qu'il n'en était rien. Racine ne sait pas jouer avec hauteur et indifférence d'un carcan de règles imposées par des savants tatillons, et il n'a nullement renoué de façon intuitive avec l'art tragique des Grecs. Certes, il connaissait par cœur leur tragédie et il avait longuement réfléchi. Sur le plus important traité d'art dramatique occidental, la poétique d'Aristote, mais il était d'abord l'homme de son temps, qu'on le veuille ou non. Donc certes, il connaissait par cœur leur tragédie, il avait longuement réfléchi sur le plus important traité d'art dramatique occidental, la poétique d'Aristote. Mais il était d'abord l'homme de son temps. Qu'on le veuille ou non, son Andromaque, son Iphigénie, sa Phèdre n'ont pas grand-chose à voir dans les tragédies d'Euripide, qui ont constitué son point de départ. Elles ont beaucoup plus à voir en revanche avec le Cid de Corneille, une tragicomédie qui ne doit rien aux Grecs et qui emprunte son sujet à une sorte d'épopée théâtrale espagnole. Par beaucoup de côtés, on pourrait dire la même chose de Molière et de son Avare, qui doit très peu à Plot et beaucoup aux caractéristiques dramatiques de la comédie française du XVIIe siècle. En somme, ce que nous a fait découvrir Jacques Scherer, c'est qu'un dramaturge français du XVIIe siècle ou du XVIIIe siècle n'écrivait pas en se laissant aller à la pente de son inspiration. Lorsqu'il entreprenait d'écrire une pièce de théâtre, il se trouvait confronté à un ensemble d'éléments fixes et proprement français auxquels il devait se confronter. Ces éléments relèvent de la tradition littéraire. Ces éléments relèvent de la tradition littéraire, des contraintes propres à chaque genre dramatique, des conceptions esthétiques de l'époque, mais aussi et peut-être surtout en ce qui concerne le théâtre, des conditions matérielles de représentation. En même temps, ces éléments ont paru aux auteurs contemporains si consubstantiels à leur pratique artistique et si propres à l'art français de faire du théâtre qu'ils les ont tenus pour le fondement de ce qu'ils estimaient être leur supériorité sur les dramaturges grecs et latins. Voltaire se prit ainsi à rêver que les anciens puissent apprendre des modernes français leur technique théâtrale. Pardon, je réduis la luminosité. Grec-latin. Donc Voltaire se prit ainsi à rêver que les anciens puissent apprendre des modernes français leur technique théâtrale. Les Grecs auraient appris de nos grands modernes à faire des expositions plus adroites, à lier les scènes les unes aux autres par cet art imperceptible qui ne laisse jamais le théâtre vide. Voltaire, dissertation sur la tragédie ancienne et moderne. Pour avoir commencé, observez que, à l'âge classique, l'acte créateur passe par la résolution d'un nombre important de contraintes d'ordre technique et que même un auteur très indépendant comme Corneille a éprouvé le besoin d'exposer ses réflexions sur ces contraintes. Jacques Scherer a été conduit
à entreprendre une étude systématique de l'ensemble de ces éléments. Et c'est pour les appréhender et en rendre compte qu'il en est venu à forger un mot nouveau, transposé de l'allemand où il avait un sens un peu différent, la dramaturgie. La dramaturgie classique de Jacques Scherer ne se confond donc en rien avec une poétique classique. Une poétique passe en revue les différentes strates de la composition dramatique. L'organisation d'un système cohérent de faits fictifs, la cohérence des caractères qui agissent dans cette fiction, les pensées qu'on leur prête, les discours qu'on leur fait prononcer. Une poétique décrit les conditions abstraites de la création littéraire. Une dramaturgie confronte ces conditions aux réalités théâtrales de l'époque. Ainsi, Jacques Scherer ne s'interroge pas sur la manière dont on construit une histoire. Il commence par se demander comment on dispose un héros dans le déroulement d'une comédie ou d'une tragédie. Ainsi, Jacques Scherer ne s'interroge pas sur la manière dont on construit une histoire. Il commence par se demander comment on dispose un héros dans le déroulement d'une comédie ou d'une tragédie. Il fait remarquer que le personnage de Phèdre, par exemple, n'est pas plus présent en scène que bien d'autres personnages de tragédie contemporaine, alors que lecteurs et spectateurs ont si facilement, au contraire, le sentiment que Phèdre est presque omniprésente parce que Racine lui fait prononcer un nombre de vers considérable, presque 500 vers sur un total de 1654. En nous faisant découvrir ce contraste, Jacques Scherer nous a ainsi appris à distinguer occupation scénique et temps de parole. Par cette distinction, il nous a permis d'entrevoir la démarche créatrice de Racine. Le poète français a disposé son personnage en fonction des nécessités de son intrigue. Et il n'apparaît de ce fait que dans 12 des 30 scènes de la pièce. Misela a écrit le rôle pour Mademoiselle de Champsley, l'actrice qui était tenue pour la meilleure tragédienne de son temps, dont les cris et les plaintes faisaient le ravissement de Paris depuis près d'une dizaine d'années. Cette importance des phénomènes d'ordre technique avait été entièrement occultée par la conception romantique de l'acte créateur, qui jugeait non sans raison que le théâtre classique, après avoir atteint une forme de perfection avec Racine, avait fini par s'épuiser à trop vouloir rester fidèle à une technique confondue avec une source d'inspiration. Mais cette conception romantique, en prétendant s'affranchir de toutes les formes de technique, elle a rejeté la rhétorique en même temps que la dramaturgie, a guidé les formes même de l'interprétation critique du théâtre classique. Désormais exclusivement soumise à l'instabilité des jugements de valeur, pour Jacques Scherer, la prise en considération d'un point de vue historique critique des questions d'ordre technique, de leur évolution, ainsi que la révolution sur la manière dont les auteurs dramatiques les ont pris en compte, était un moyen relativement objectif et neuf d'aborder la réflexion sur l'acte créateur. C'est en cela que ce livre a constitué une véritable révolution dans l'approche du fait littéraire. Il a fait découvrir que la description des techniques du théâtre classique était la base la plus sûre pour aboutir à une herméneutique digne de ce nom, c'est-à-dire la moins sujette possible à la subjectivité du jugement. Commencer par décrire, c'était renouveler l'interprétation. La dramaturgie classique en France est apparue au moment où s'imposait l'approche formaliste, qui a elle-même contribué
à renouveler les études littéraires et théâtrales dans la deuxième moitié du XXe siècle. Or, il s'en sépare sur presque tous les plans. L'approche formaliste apprend Il s'en sépare sur presque tous les plans. L'approche formaliste apprend à découvrir et à comprendre la syntaxe d'un texte, les strates dont il est constitué, les unités thématiques qui le jalonnent. Elle vaut pour l'Iliade comme pour Madame Bovary. Elle est anhistorique, l'approche fondée sur la dramaturgie classique. Je relis ces éléments-là. Pardon, un instant. Pardon. 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 On a dit la dramaturgie classique en France est apparue au moment où s'imposait l'approche formaliste, qui a elle-même contribué à renouveler les études littéraires et théâtrales dans la deuxième moitié du XXe siècle. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, pardon. Or, elle s'en sépare sur presque tous les plans. L'approche formaliste apprend à découvrir et à comprendre la syntaxe d'un texte, les strates dont il est constitué, les unités. On a dit, oh, elle s'en sépare presque de tous les plans. L'approche formaliste apprend à découvrir et à comprendre la syntaxe d'un texte, les strates dont il est constitué, les unités thématiques qui le jalonnent. Elle vaut pour l'Iliade, comme pour Madame Bovary. Elle est anhistorique. L'approche fondée sur la dramaturgie classique ne peut pas valoir, ou seulement à la marge, pour une tragédie grecque. Elle est fondamentalement historique, sous ses apparences descriptives. La dramaturgie classique en France est donc aussi un livre d'histoire, livre descriptif, qui permet une compréhension historique des textes qu'il convoque. Pour ces descriptions, et qui, par là, renouvelle toute la compréhension du théâtre classique français. La dramaturgie classique en France demeure 75 ans après son apparition. La boîte à outils indispensable pour se pencher sur l'acte créateur de Corneille, Racine, Molière et Voltaire, Georges Forestier. C'est une introduction écrite par Georges Forestier. Attention. Pour le respect des droits de l'auteur. Para el respeto. Introduction. Le présent ouvrage
Alors, voilà l'ouvrage en question. C'est page 16, rappelez-vous bien, page 16. Jacques Scherer, c'est l'ouvrage de Jacques Scherer. La dramaturgie classique. Ok. Le présent ouvrage étudie la technique de la littérature dramatique française classique. Nous employons le mot dramaturgie dont le dictionnaire de Littré ne dit qu'il signifiait art de la composition des pièces de théâtre. Art de la composition des pièces de théâtre, comme synonyme de technique des auteurs dramatiques. Nous n'avons nullement eu le souci de présenter une fois de plus l'histoire du théâtre classique français. Nous avons voulu faire comprendre comment les auteurs dramatiques du XVIIe siècle ont appliqué dans leur œuvre certains procédés techniques dont l'étude d'ensemble n'a encore jamais été entreprise. Nous étudions les problèmes techniques qui se sont posés aux auteurs et les solutions qui ont été apportées à ces problèmes. Notre exposé suit un ordre logique et non chronologique. Notre constante et unique préoccupation a été de mettre en lumière les ressources du métier d'auteur dramatique à l'époque classique. Ce métier dramatique, nous avions d'abord pensé l'étudier dans l'œuvre d'un seul homme, l'un des plus intéressants et en dépit de sa gloire, l'un des plus mal compris de l'époque française, Pierre Corneille. La meilleure façon d'aborder l'œuvre immense, déroutante de cet auteur ne paraissait être de montrer comment le théâtre cornélien est le fruit d'une technique dont la variété et la richesse n'ont peut-être jamais été égalées dans notre littérature. Nous avions fait notre, depuis longtemps, la position d'Henri Faucillon, qui déclarait « Il nous a toujours paru que dans ces études si difficiles, sans cesse exposées aux vagues, des jugements de valeur et des interprétations les plus glissantes, l'observation des phénomènes d'ordre technique non seulement nous garantissait une certaine objectivité contrôlable, mais encore qu'elle nous portait au cœur des problèmes en les posant pour nous dans les mêmes termes et sous le même angle que pour l'artiste. Cette méthode a été employée par la critique d'art. Elle n'a guère encore été utilisée dans le domaine de la critique littéraire. Il nous semblait que son application à l'œuvre de Corneille pouvait être féconde. Il nous semblait que son... Donc, pardon, je m'arrête un instant. Je ferai un petit coup d'œil sur la bourse de Casablanca parce que j'y suis un investisseur. C'est important. Il ne faut pas se contenter de ce qui est mais aussi de ce qui est technique. C'est important. C'est la liste personnelle. Ma liste. Alliance. Groupe Agdital, jet de contracteur. Oh, jet de contracteur. 1500. C'est extraordinaire. Résidence, TGCC. Je suis investisseur dans ces sociétés. Excusez-moi pour cette digression d'ordre économique. C'est une digression d'ordre économique. Je reviens à mes moutons. On a dit il nous semblait que son application à l'œuvre de Corneille pouvait être féconde. La carrière dramatique de Corneille s'étend de 1630 à 1650.
74. L'art du théâtre a certainement plus évolué pendant ces 45 ans que pendant n'importe quelle autre période de même durée au cours de toute notre histoire. Entre les œuvres d'Alexandre Hardy, prédécesseur immédiat de Corneille, et celles de Racine, qui sont contemporaines à la vieillesse de l'auteur de Suréna. La différence est à coup sûr immense dans l'intervalle. Ce n'est rien moins que le classicisme qui s'est institué. On pouvait chercher à découvrir sur le plan précis de la dramaturgie étudiée dans l'œuvre d'un de ses plus grands ouvriers, quelques-uns des secrets de l'esthétique classique. Pourtant, nous n'avons pu nous en tenir au seul Corneille. Afin d'apprécier son originalité, nous avons comparé son œuvre avec celle d'autres écrivains de son temps. Nous avons alors constaté que beaucoup d'éléments de la technique dramatique de Corneille se retrouvaient chez nombre de ses contemporains, chez Molière et Racine d'abord, puis chez Méret, du Reyer, Rotrou, Scudéry, Tristan, Boyer, Thomas Corneille et Quinault. Poussons plus loin notre enquête, nous avons retrouvé les grandes lignes de cette même dramaturgie dans l'œuvre de Racan. Théophile Maréchal, la Calprenède, Scarron, Gilbert ou d'autres auteurs dramatiques moins importants encore. Nous avons dû convenir après bien d'autres, qu'un homme, si grand qu'il soit, n'a pas d'existence littéraire véritablement indépendante de son époque et de son milieu. Nous sommes donc décidés à faire porter notre recherche sur l'ensemble de la période dont Corneille occupe le centre. Cette période emplit environ les 3 premiers quarts du XVIIe siècle. La dramaturgie proprement classique ne peut en effet s'expliquer qu'à partir des problèmes, des réussites et des échecs de l'époque précédente. Nous avons dû remonter jusqu'à Hardy, c'est-à-dire aux premières années du XVIIe siècle. Nous n'utilisons d'ailleurs l'œuvre de Hardy que comme point de départ, attachante par sa rudesse même et sa verve si drue. Elle était le premier modèle qui s'offrait aux jeunes auteurs que l'établissement d'une troupe permanente à l'hôtel de Bourgogne et les encouragements de Richelieu attirés aux environs de 1630 vers le théâtre. Corneille écrit dans l'examen de sa première pièce Mélite, qu'il prenait pour guide les exemples de feu Hardy. Nous avons jugé inutile, sauf pour quelques cas exceptionnels, de remonter jusqu'au théâtre du XVIe siècle, qui diffère profondément de celui de Hardy. Notre étude se termine à peu près avec la Phèdre, 1679, de Racine. À cette date, Corneille a terminé son œuvre. Molière est mort. Racine renonce au théâtre profane et la dramaturgie classique est définitivement constituée. Les problèmes qui se poseront ensuite seront d'un tout autre ordre. Il s'agira de voir comment le classicisme subira l'épreuve de sa propre perfection, comment la lassitude de procédés trop connus engendrera la recherche d'effets nouveaux. Nous sommes limités à la période où le classicisme se crée au théâtre. Nous n'étudions pas sa déformation ultérieure, dont les conséquences pourront se faire sentir jusqu'à l'époque romantique et même plus tard. Les matériaux ne manquent pas pour étudier la dramaturgie
la dramaturgie classique. Ils comprennent essentiellement les pièces de théâtre elles-mêmes qui ont été publiées pendant la partie du XVIIe siècle à laquelle nous nous attachons. Il y en a environ un millier et ils constituent la seule base objective possible d'un travail portant sur la technique littéraire. Elles sont d'ailleurs d'une variété et d'une couleur telle que la lecture n'en est jamais fastidieuse. Combien mensongère apparaît ainsi la légende d'un classicisme figé. Guindé, dont on ne sait quelle artificielle noblesse. Nous espérons qu'on pourra entrevoir l'intérêt de beaucoup de ces pièces de théâtre peu connues à travers les citations ou allusions que nous en tirerons. Nous avons été guidés dans l'étude de ces pièces par l'ouvrage monumental de M. Henry Carrington Lancaster, A History of French Dramatic Literature in the 17th Century, dont les 9 volumes analysent la totalité des pièces de théâtre publiées en France entre 1610 et 1700. Mais nos préoccupations étaient différentes. Les siennes des siennes. Nous n'avons cherché à déterminer le plus souvent ni la valeur littéraire ni l'intérêt historique de ces pièces, mais seulement la contribution qu'elles pouvaient apporter à une étude du métier de l'auteur dramatique en analysant la littérature dramatique du XVIIe siècle. Avec ce dessin très particulier, nous nous sommes aperçus que des pièces médiocres peuvent intéresser la dramaturgie autant que des chefs-d'œuvre, et peut-être davantage. La lumière éclatante d'une pièce de Racine éblouit le critique qui s'instruira plus à réfléchir sur les causes et les effets du maladresse d'un Scudéry. Une fois qu'il aura identifié par l'analyse d'un matériel considérable et de qualité souvent médiocre les ressorts de la dramaturgie, il pourra avec fruit revenir aux grandes œuvres et comprendra peut-être mieux quelques-unes des raisons de leur grandeur. Nous avons tenu le plus grand compte de toutes les données, malheureusement trop fragmentaires, que nous possédons sur l'organisation matérielle des théâtres au XVIIe siècle et sur l'attitude du public qui assistait au spectacle. Les pièces de théâtre ne sont pas seulement des livres comme des autres. Elles existent essentiellement pour être représentées. Les conditions de la représentation n'ont pu manquer. Nous en sommes souvent aperçus d'être présentes à l'esprit des auteurs au moment où ils composaient leurs pièces et par suite d'influencer leurs attitudes vis-à-vis des problèmes dramaturgiques. Nous avons également utilisé les écrits des théoriciens. Ils sont fort nombreux, mais leur intérêt pour une étude concrète de la dramaturgie classique est médiocre. Nous n'en avons attaché que plus de prix aux quelques indications précises que nous avons pu recueillir. Nous avons mis à profit les préceptes généraux sur l'art dramatique dégagés par les travaux récents des écoles allemandes, anglaises et américaines. Mais ces préceptes sont presque toujours trop généraux pour s'appliquer aux problèmes particuliers que se posaient les auteurs dramatiques en France au XVIIe siècle. L'excellente étude de M. René Braille sur la formation de la doctrine classique en France nous a fourni une base historique plus solide. Toutefois, cet ouvrage ne porte qu'en partie sur le théâtre et se limite expressément aux théories. Il ne veut pas se demander comment ces théories ont été appliquées, en fait, par les écrivains. Or, la pratique, nous aurons l'occasion de le constater, diffère parfois beaucoup de la théorie élaborée par les critiques du XVIIe siècle. Corneille se plaignait déjà du peu de secours que lui apportait pour l'exercice de son métier.
les commentateurs d'Aristote et d'Horace qu'il avait lus. Comme il avait plus d'études et de spéculations que d'expérience du théâtre, écrit dans son discours de lucidité et des parties du poème dramatique, leur lecture ne peut rendre plus docte, mais non pas nous donner beaucoup de lumière, fort sûre pour y réussir. Marty Lavaux. Donc on se contente de cela. Donc dans la prochaine vidéo, on va reprendre si tu le veux. Donc c'est ça l'ouvrage de Jacques Scherrer.